du hockey sur gazon, et j'en passe. Donc l'île de loisirs de Cergy, lancement officiel aujourd'hui de la fête du sport toute la journée. La fête du sport aura lieu aussi sur la commune de Deuil-la-Barre à partir d'aujourd'hui jusqu'au dimanche 23 septembre, impulsée au niveau national par le ministère du Sport. Cette première édition mettra à l'honneur vraiment tous les sports, des plus connus ou moins connus. Venez pourquoi pas découvrir une activité gratuite, puisque cet événement, je vous le rappelle, est totalement gratuit. Et si vous voulez en savoir davantage sur cette fête du sport, sport.gouv.fr/fête du sport. Et puis quelques brocantes en Ile-de-France, surtout sur le Val d'Oise. La brocante de la Frette-sur-Seine aura lieu dimanche, rue de la Gare ou encore quai de la Seine. Et puis une brocante sur la commune de Sannois dimanche du côté du boulevard Gambetta. Maintenant, nous retrouvons l'horoscope une nouvelle fois avec Angélique. Bonjour, bonjour. 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 Christophe, vous connaissez Michel Berthier, le maire de Montmorency. Voilà. Si, je connais parce que tous les matins je parle de la commune de Montmorency, donc j'ai encore parlé de ce qu'ils allaient faire ce week-end, avec notamment au parc Nelson Mandela dimanche. La Montmorencienne. Voilà. Qui est une course maintenant inscrite sur quoi la Montmorencienne, on est sur le. Elle est dans le classement. Dans le classement. Ceux qui font du trail, les reconnus. Comme on reçoit par mon bulletin municipal, il y a votre photo en première page à chaque fois. Vous savez, c'est pas grave. C'est pour ça que je vous connais en fait. Vous êtes la vedette de Montmorency. Voilà, et à côté, le patron de l'entreprise Balt. Oui, 5 secondes. Merci Angélique, et vos horoscopes sont disponibles sur angélique.fr. C'est la suite et la fin de la matinale. Et un nouveau flash valdoisien sur IDFM Radio Anguin 98 FM. Michel Ricot, la maire adjointe, est décédée. Vous la connaissiez peut-être. Elle était maire adjointe sur la commune d'Aubonne. Et les élus sont sous le choc, selon les termes du maire Grégoire Dubineau. Michel Ricot, maire adjointe déléguée à la petite enfance et à la politique en faveur des seniors, est décédée mercredi des suites d'une longue maladie à l'âge de 69 ans. Ses obsèques auront lieu lundi prochain. Poursuivons l'actualité proche de chez vous avec la commune de Bessancourt. 3 jours après avoir annoncé avec le ministère de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, le lancement du dispositif 100% éducation artistique et culturelle, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, était à Bessancourt. Comme 9 autres communes en France, la ville fera office de laboratoire toute l'année scolaire. Les 3 grands principes de ce dispositif: donner la priorité à la pratique artistique, sanctuariser un volume horaire de l'école primaire et aussi la participation des artistes et des professionnels à la culture. Parlons cette fois-ci de la commune de Menucourt qui se prépare à vous proposer le 29 septembre prochain les 24 heures de marche de Menucourt. Ces marches sont de retour pour une 3e édition. Cet événement sportif consiste à marcher continuellement pendant toute une journée et une nuit sur un circuit de 5 km dans les rues du village. Seul ou en équipe, les participants apportent leur contribution financière au profit de 3 associations, les Étoiles de Luna, Au Bonheur de Vivien et les Enfants du Jardin, qui viennent en aide aux personnes atteintes de maladies orphelines. Pour vous inscrire, vous avez jusqu'au lundi 24 septembre à la maison de Menucourt, encore sur le site menucourt.fr. Et pour refermer ce flash valdoisien, la ville de Frépillon et surtout ses habitants ont jusqu'au 1er octobre pour s'informer et donner leur avis dans le cadre d'une enquête publique sur le projet de constitution d'une réserve foncière au lieu dit Le Clos Boucher en vue de la réalisation de logements sociaux. Si vous voulez en savoir davantage, rendez-vous en mairie aux horaires d'ouverture et vous pouvez aussi contacter le commissaire enquêteur, par exemple, samedi de 8h30 à 11h30. C'était l'actualité proche de chez vous sur IDFM Radio Anguin. Je vous souhaite un très bon week-end. La matinale revient bien évidemment dès lundi à partir de 7h et vive le sport puisqu'aujourd'hui c'est la fête du sport. Maintenant vous avez rendez-vous avec l'émission Le Bar de l'économie présentée par Florence Sueur avec de nombreux invités et notamment la maire de la commune de Montmorency. On a combien de participants sur le Montmorency?
souriez, vous êtes filmé. Oui, souriez, vous êtes filmé. Donc Quentin, on fait comme d'habitude, quand la musique, on la met pas dans le studio. Hein. Vous n'entendrez pas les musiques qu'on passe, Ah, d'accord. parce que on a des rappels des maisons de disques sur Facebook qui nous disent « Ah, mais ce titre m'appartient ». Alors maintenant, on baisse. Alors avant, on les laissait. Tant pis. Tant pis, tant pis. On paye des droits, nous, hein, mais quand même. Bon, on va y aller dans 10 secondes, c'est ça ? Bonjour à tous, à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ces 90 minutes d'information avec mes invités du jour que j'accueille d'ailleurs tout de suite. Eh bien aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michel Berti. Bonjour. Bonjour Florence, bonjour chers auditeurs. Vous êtes maire de Montmorency et vice-présidente du conseil départemental du Val d'Oise. D'ailleurs, vous êtes la première femme maire de Montmorency, je tiens à le souligner. En 2001, vous devenez conseillère municipale à Montmorency, puis en 2011, conseillère générale du canton de Montmorency, et en mars 2014, vous êtes élue maire de la ville de Montmorency, dans le Val d'Oise, je précise pour ceux qui nous écoutent de plus loin. En 2015, vous êtes réélue conseillère départementale, où vous prenez la vice-présidence du conseil départemental du Val d'Oise, déléguée à l'enfance et à l'égalité hommes-femmes. Ça tombe bien compte tenu du mandat que s'est donné notre président en ce moment. Alors cette délégation correspond à un véritable engagement personnel et si vous voulez bien, on en parlera tout à l'heure. Bien sûr, on parlera de Montmorency, mais aussi peut-être de l'intercommunalité si vous voulez bien. Je rappelle que côté politique, vous appartenez aux Républicains. Et vous êtes aussi présidente du GIP Enfance en danger depuis novembre 2017, membre du bureau de l'Observatoire national de l'enfance en danger, c'est l'ONED, et de l'Agence française de l'adoption, c'est l'AFA, ainsi que vice-présidente de la commission égalité de l'Assemblée des départements. Et aujourd'hui, dans l'actualité, je vais vous demander de commenter justement l'enfance maltraitée. À vos côtés, Nicolas Ploviecki, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes président et administrateur du groupe BALT, une société française de medtech, comme on dit, créée en 1977, un fleuron en fait de la neuroradiologie interventionnelle, implantée évidemment à Montmorency, mais qui exporte dans le monde entier. D'ailleurs, vous nous expliquerez ce qu'est la neuroradiologie interventionnelle et comment vous êtes arrivé à devenir leader dans le monde entier. Donc plusieurs sujets aujourd'hui dans l'info. On va commenter l'info dans quelques minutes. Mais tout d'abord, on va faire notre pause musicale, une pépite pour démarrer. Suivez-nous donc en FM 98.0, par Internet en web radio idfm.fr et bien sûr en direct en vidéo live sur notre page Facebook. A tout de suite. Je commente l'interpro. Non, on va parler un peu de l'intercommunalité, on va parler des commerces. Ah oui. Hein, pour l'intercommunalité, c'est... Ah oui. Je vais vous faire parler sur comment redynamiser les centres-villes, en fait. C'est la grosse question pour beaucoup de communes. Et finalement, Les micros sont branchés ou pas alors. quand c'est on air, On a le droit de tousser. voilà. À part Quand ça, c'est rouge, après, tout est branché, tous les après, micros sont voilà. branchés. D'accord. Après, Donc- tu t'étouffes. Si vous avez le droit de faire... pendant les pauses comme ça, vous avez le droit de sortir, aller boire un verre d'eau, etc. Je vais peut-être aller aux toilettes, moi, du coup, j'en fais. Allez-y. C'est par contre, bien c'est à quel endroit? Tout droit, là. Bon, merci. Vous avez mal dormi? Non. Pourquoi? Je me demandais si elle avait entendu la musique que vous êtes en train de diffuser. Qu'est-ce qu'on diffuse, là? Ah bah c'est ça. Voilà. Merci. C'est quel titre, le Queen? Don't Stop Me Now. Ah oui, J'entends pas, là. j'entends. Non, j'entends pas. Moi. Faut mettre le casque si vous voulez entendre. Ah. Quentin, vous me donnerez la... Tiens, vous voulez me donner la liste de ce que vous... Le stylo ici? Non, Florence. Vous mettrez la liste. J'aime bien que monsieur Magarien. Vous avez dit? Ça lui a fait très plaisir, vous êtes très content. Moi aussi. Ah oui. C'est top. Oui, il était très content, puis ça lui rappelle des bons souvenirs. Ah oui. Évidemment.
pourtant elle part avec nous pour la fête du sport. Hein. Non, c'est pas de chance. Pas de chance. Ça veut dire ce week-end, non? Il aurait fallu avancer d'une semaine. Ah oui, C'est- on a eu beau temps pour le forum, C'est on a eu beau l'automne, temps pour les GEP. aujourd'hui. C'est l'automne oui, aujourd'hui. l'automne, bah oui. Mais c'est national, hein, c'est une date nationale. Donc. Oui, ils veulent l'instituer. Je pense qu'ils ont fait le 21 parce que la fête de la musique c'est le 21. Donc comme ils veulent l'instituer au niveau. Ah, c'est-à-dire qu'ils se sont calés après les GEP, hein, parce que les GEP c'est toujours le deuxième, c'est mi-septembre. La journée du patrimoine. Oh, pardon, les journées européennes. Excusez-moi. 30 secondes, on reprend. Si vous voulez entendre les musiques, il faut mettre votre casque pendant les pauses. Et Attention. ouais, nous voici de retour. Vous venez d'entendre Queen avec Don't Stop Me Now au bar de l'économie, bien sûr, sur IDFM. Alors, l'info, aujourd'hui, je suis en compagnie de Michel Berti, maire de Montmorency et conseiller départemental du Val d'Oise, et puis aussi de Nicolas Ploviecki, président de l'entreprise BALT. Et nous allons tout de suite, ensemble, commenter l'info à retenir que j'ai choisie. Alors, la première, c'est à la reconquête des retraités. À partir de 2019, 300 000 foyers fiscaux n'auront plus à payer, je signale, la hausse de la CSG, non pas la CSG, a annoncé Édouard Philippe. Notre Premier ministre estime que 300 000 foyers fiscaux n'auront pas à payer cette augmentation de la CSG, un geste fiscal de 350 millions d'euros auprès d'une population dont les revenus sont très variables d'ailleurs, et dont certains basculent un tout petit peu au-dessus du seuil, ce qui les aurait fortement pénalisés. Un foyer fiscal, je vous rappelle, peut concerner 2 voire 3 personnes. Je pense bien sûr aux couples et puis à ceux qui accueillent quelqu'un de même plus âgé chez eux ou qui ont encore des enfants à charge. Actuellement, 100 000 retraités en couple au-dessus du seuil, légèrement au-dessus du seuil, ont déjà été repérés et donc ne verront pas cette augmentation de leur CSG. Par contre, après, c'est un petit peu plus difficile et on se demande comment ça va pouvoir être mis au point, car il a dit il faudra être passé pendant 2 ans en continu au-dessus du seuil qui a été arrêté l'année dernière pour être frappé de l'augment de cette CSG. Donc on se plaint d'une fiscalité à tiroir et quand même complexe en France. Là, on est encore en train de complexifier cette mesure. En tout cas, ça veut dire que à partir du mois de janvier, je vous rappelle, vous pouvez aller revoir le centre des impôts pour justement faire part de votre évolution de traitement ou de revenus tout simplement. Il ne faut pas hésiter à partir du mois de janvier, pas en tout cas dès maintenant. Voilà, seconde info du jour, c'est les autres mesures annoncées par Édouard Philippe. Un allongement du congé de maternité pour les exploitantes agricoles et les travailleuses indépendantes. La durée minimale de leur congé passera à 8 semaines, 2 semaines avant l'accouchement, 6 semaines ensuite. Le Premier ministre souhaite aussi augmenter à 16 semaines la durée du congé maternité en prenant en compte les spécificités des activités, c'est-à-dire permettant notamment de trouver des remplaçants pour les exploitantes agricoles. Il a dit cette question de congé de maternité est sensible. Ensuite, on regardera le congé de paternité. Michel Berti, vous êtes maire de Montmorency et très concerné par la condition des femmes et des enfants. Qu'est-ce que vous en pensez de cette mesure ? Sur la mesure des congés maternité, écoutez, c'est-à-dire que cette mesure, on remet dans le système général 2 catégories de femmes qui avaient été depuis tellement d'années oubliées. Donc ça, on peut s'en réjouir. Et c'est important que le droit des femmes soit respecté sur ce congé maternité au niveau comme des salariés et les travailleuses indépendantes et puis aussi les exploitantes agricoles. Maintenant, par rapport à ces 2 catégories professionnelles, on peut se poser la question, effectivement, est-ce que ça va être réalisable ? Quand vous avez une exploitation agricole, si elle est seule, comment va-t-elle faire ? Je pense à... Et maintenant, on a beaucoup de femmes éleveuses sur des vaches laitières, sur des cheptels de brebis. Donc la question, comment va-t-on faire ? Comment vont-elles pouvoir profiter de ce congé maternité ? Les travailleuses indépendantes, pareil. Elles sont seules souvent dans leur travail. Donc je trouve que la mesure annoncée est bonne, évidemment, je dirais enfin.
Mais maintenant, comment la mettre en application? Peut-être pourrait-on prévoir une aide à justement prévoir un remplacement pendant ce congé maternité. Maintenant, je lance cette proposition à M. Édouard Philippe. Oui, on a du mal effectivement à s'imaginer comment une infirmière ou une avocat peut quitter son cabinet, elle perd toute sa clientèle. C'est ça que vous voulez nous dire. C'est un peu ça ce que je voulais dire, tout à fait. Merci Michel Berthy, je rappelle que vous êtes maire de Montmorency et conseiller départemental du Val d'Oise. Autre info du jour, eh bien, c'est toujours ce qu'a dit Édouard Philippe, c'est la croissance française qui serait cette année d'environ 1,7, donc un peu moins que ce que voulait le gouvernement. D'ailleurs, il a dit c'est trop peu, nous pouvons faire mieux, car nous sommes encore à 9,1% de taux de chômage partout en France, quel que soit le secteur d'activité, que ce soit dans l'industrie, les services, dans l'agriculture. Nous peinons à recruter la main-d'œuvre dont nous avons besoin pour permettre d'avoir plus de croissance et créer plus de richesse. Édouard Philippe a d'ailleurs annoncé que l'objectif du gouvernement de ramener le chômage en 2022 est à 7% et que c'est parfaitement atteignable. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Ploviecki? Je pense en tant qu'entrepreneur. Oui, écoutez, effectivement, ce n'est pas une bonne nouvelle que de savoir que la croissance, en tout cas les prévisions de croissance sont revues à la baisse, mais je suis assez d'accord avec le fait qu'on peut faire mieux. La France a énormément d'atouts. Et pour rebondir sur le chiffre du chômage qui m'en reste élevé, je pense aussi que j'ai une vision assez optimiste de l'avenir en la matière, puisque la réforme du droit du travail a été, en tant qu'entrepreneur en tout cas, je pense que cette réforme a libéré les initiatives à l'embauche et il reste quelques freins, évidemment, notamment le fait qu'on a du mal à trouver des profils qui correspondent à nos recherches. Pour le cas du groupe BALT, par exemple, nous avons actuellement une dizaine d'opérateurs de production en cours de recrutement pour lesquels nous peinons à trouver des bons candidats. Et puis, c'est même encore plus vrai pour des postes de cadre comme ceux d'ingénieurs de recherche-développement que nous recherchons. Il y a 3 postes ouverts actuellement et il y a peu de candidats vraiment valables. Alors peut-être est-ce dû au fait que nous sommes basés à Montmorency et que cette zone est un petit peu à l'écart des moyens de transport et autres qui permettent aux Parisiens notamment de venir. Mais ça, c'est des choses sur lesquelles nous travaillons avec la mairie et j'espère un peu plus que la mairie d'ailleurs. Mais en tout cas, globalement, je dois dire que je suis assez optimiste pour ce qui est de l'avenir, en particulier du groupe ALT. Alors, vous nous disiez que vous cherchiez 10 personnes en opérateur de maintenance. Qu'est-ce qu'il faut comme formation? Qu'est-ce que vous demandez aux candidats potentiels? Alors, ce ne sont pas des opérateurs de maintenance, ce sont des opérateurs de production. De production. Et alors, on n'a pas vraiment de critères en termes de formation. En revanche, il faut avoir une minutie naturelle et une patience relativement au-dessus de la moyenne pour toutes ces opérations que nous faisons. Je le décrirai tout à l'heure, mais les opérations de fabrication des dispositifs médicaux qui sont faites chez BALT sont extrêmement minutieuses et prennent beaucoup de temps. Donc c'est plus une prédisposition sur ces aspects-là que nous recherchons, plus qu'une formation ou qu'une expérience. Donc en fait, vous acceptez de prendre des gens même non formés et de les former dans votre entreprise, c'est ça que vous voulez nous dire? Nous les formons, nous avons même mis sur place une académie, la BALT Academy, qui forme justement nos employés, mais aussi ceux que l'on va essayer de recruter. Donc on va peut-être donner des fourchettes de salaire. On démarre à combien si on est jeune, débutant? On démarre à environ une vingtaine de pourcents, 15 à 20% au-dessus du SMIC. Et puis ensuite, évidemment, jusqu'aux postes d'ingénieurs qui sont là dictés par. Et après, on peut avoir un profil de carrière en allant jusqu'au poste d'ingénieur, en commençant, comme vous l'avez dit, opérateur de production. Alors, on peut se former en tout cas, des équivalents de postes d'ingénieurs, oui, on a beaucoup de personnes chez nous qui sont là depuis de nombreuses années et qui avaient des profils de techniciens qui aujourd'hui ont des rôles qui vont même au-delà de l'ingénieur en termes de conception des dispositifs médicaux sur lesquels nous travaillons. Voilà, donc tous ceux qui nous écoutent, si vous connaissez des gens autour de vous qui recherchaient du travail, eh bien 10 postes d'opérateurs de production sont à pourvoir chez BALT à Montmorency, ça s'écrit B-A-L-T, vous cherchez sur internet, vous allez facilement trouver les coordonnées de BALT. Et puis 3 postes de cadres, c'est ça que vous nous avez dit, Nicolas Ploviecki. C'est bien ça, merci Florence. Donc les cadres, par contre, vous demandez quelle formation? Alors les cadres que nous recherchons actuellement, enfin en tout cas les ingénieurs que nous recherchons actuellement, c'est dans le domaine de la production et de la conception de dispositifs médicaux. Donc il faut quand même avoir une certaine formation ou expérience
dans ce domaine et en particulier les normes et les règlements qui régissent notre activité. Et vous pensez que c'est possible de trouver des candidats qui ont déjà cette expérience? Vous ne pouvez pas les former? Ah, on en a trouvé, heureusement d'ailleurs, sinon on ne pourrait pas avoir la croissance que nous avons. Mais effectivement, c'est difficile. Il y a des très bonnes écoles comme l'UTC à Compiègne qui forment des ingénieurs comme cela. Et puis, il y a quand même quelques entreprises en région parisienne qui permettent d'avoir une première expérience dans la région. Je pense à Vigon, par exemple, qui est à Écouen. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. D'accord, merci beaucoup Nicolas pour ce commentaire et puis pour ces offres d'emploi à pourvoir. Donc je rappelle, 10 en production de maintenance et 3 cadres ingénieurs. Donc si vous cherchez du travail, eh bien contactez l'entreprise BAT. Alors on continue avec nos infos du jour. Cette fois c'est pour les associations. Vous savez, les contrats aidés, je vous en ai parlé pas mal au printemps. Cette année, en 2018, il y en aurait entre 130 000 et 150 000. A dit Édouard Philippe, toujours dans ses mesures annoncées hier. Le parcours emploi-compétences, il dit que ça marche mieux parce qu'on vérifie qu'il y a effectivement de la formation et de l'accompagnement, a-t-il précisé. Il en prévoit 130 000 également en 2019. Alors, autre info du jour, eh bien, c'est l'ONG Foodwatch qui nous informe que eh bien, de la gélatine de bœuf, de porc et des résines d'insectes sont utilisés pour la fabrication de certains aliments. Alors certes, en dose infime, mais tout de même, ils ont épinglé une douzaine de produits car ils dénoncent en fait tout simplement une mauvaise information du consommateur. Et c'est vrai que eh bien, il faut prendre des grosses loupes pour lire les étiquettes en tout petit. Et encore, qui sait qu'il y a de la gélatine de porc et de résine d'insectes? Je pense pas beaucoup de monde, mais je vais quand même justement vous éclairer en vous donnant les produits qui sont incriminés. Alors l'ONG, eh bien, elle incrimine les yaourts Yoplait qui contiendraient donc dans la gamme de goût framboise, fraise et cerise et mûre de la gélatine de bœuf, les viennois, chocolat de Nestlé, de la gélatine de porc. Bon bah ça c'est sûr, on s'en doute, quand on ouvre un pot, ça bouge beaucoup, donc c'est particulier. Ensuite, le tiramisu de Carrefour qui contient aussi de la gélatine porcine. La glace façon glacier, fraise et morceaux de meringue de Carte d'Or. Alors eux, ils contiendraient un produit qui s'appelle du shellac, un additif naturel, une sorte de résine produit par des insectes. On ne sait même pas d'ailleurs ce que c'est. Le macaron aux framboises d'Auchan, lui aussi, il a de la gélatine. Alors lui, c'est de bœuf. L'authentique petit ourson de guimauve de Sémois, il contiendrait de la gélatine de porc. Les chamallows de Haribo, lui, ce serait de la gélatine de porc, mais aussi du carmin, un colorant issu de la cochenille. Vous savez que la cochenille, c'est un petit insecte qui mange nos plantes. Des pommes Fuji sont traitées après récolte avec du shellac, donc toujours cette résine naturelle produite par des insectes. Le fromage, ça m'a un peu stupéfié. Le comté AOP, U bio en plus de système U, donc un fromage bio qui contiendrait un dérivé d'animal de la présure. Bon, une enzyme provenant de l'estomac de veau abattu avant sevrage, c'est très précis. Et puis enfin, l'orangina rouge qui contient du carmin, toujours ce colorant issu de la cochenille. Et puis il y a aussi des vins qui sont incriminés par cette association Foodwatch, car ils utilisent alors eux non seulement de la gélatine alimentaire, mais de la colle de poisson pour clarifier certains vins, y compris les vins bio. Voilà, donc on a été très surpris, on voulait vous faire part de notre surprise. Autre info du jour, eh bien là par contre c'est l'info choc. Françoise Laborde publie un manifeste, je dirais, pour l'enfance maltraitée, les oubliés de la République, avec Michèle Créoff, vice-présidente du Conseil national de la protection de l'enfance, un livre qu'on peut télécharger sur le net. En France, 2 enfants sont tués chaque semaine en 2016 dans le secret du cercle familial. 7000 mineurs ont été violés et 73 000 enfants sont maltraités chaque année. Sur les 300 000 enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, 160 000 sont retirés de leur famille, mais 70 000 restent handicapés, donc handicapés à vie. 70% des enfants placés n'ont pas de diplôme et 40% des SDF seraient des enfants de moins de 25 ans qui sont d'anciens enfants placés, renvoyés des structures d'accueil le jour de leurs 18 ans. Un constat que j'estime terrifiant pour réveiller les consciences. C'est pourquoi je voulais vous en faire part, car pour des raisons culturelles, idéologiques et historiques en France, eh bien, on n'en parle pas tellement de ce sujet. J'ai fait une émission l'an passé sur
le problème des femmes. Et cette année, j'aimerais bien qu'on puisse faire une émission sur justement le problème des enfants, sans doute mal suivis dans notre pays industrialisé, ce qui est quand même très dommageable. Alors on va demander à Michèle Berthy qu'est-ce qu'elle pense de tous ces chiffres qui sont les chiffres officiels là par contre. Ces chiffres sont terrifiants, bien sûr. Simplement rappeler que jusqu'à présent, la loi avait toujours privilégié les droits des parents biologiques, ce qui est très compliqué quand des services de l'aide sociale à l'enfance doivent s'immiscer dans cette sphère familiale. Donc, ce qui est important, ce que je peux vous dire, c'est que l'ASE du Val d'Oise travaille... L'aide sociale à l'enfance, excusez-moi. L'aide sociale à l'enfance du Val d'Oise travaille de façon, je veux dire, on n'est jamais à 100% sûr, mais de façon très, très professionnelle. Nous y veillons de façon très proche. Et d'ailleurs, je voudrais partager avec vous une info importante, que le Val d'Oise, le département du Val d'Oise, a lancé la construction de nouvelles maisons des enfants qui va s'installer près du port Cergy pour justement permettre d'accueillir des enfants qui sont retirés en urgence à leur famille maltraitante et pouvoir les accueillir dans des meilleures conditions puisque pour l'instant la maison de l'enfance qui est aussi située à Cergy commençait à devenir obsolète. Donc nous y veillons particulièrement et la présidente d'ailleurs s'est engagée sur ce dispositif, sur ce bel investissement. Et quant à ce livre compliqué et difficile qui met en lumière ces chiffres terribles, je vous propose, je suis présidente du JIPED, comme vous le rappeliez, et ma vice-présidente au JIPED est Madame Martine Brousse, présidente de la Voix de l'Enfant. Et ce que je peux vous proposer, c'est de refaire une émission avec Madame Martine Brousse pour qu'elle puisse exactement commenter de façon très précise ces chiffres, puisqu'elle est aussi membre du Conseil national de la protection de l'enfance, ce que je ne suis pas. Le JIPED y est bien sûr dans toutes les commissions et je pense que ça sera intéressant de faire intervenir Madame Brousse. Je rappelle que Carole Bouquet est aux côtés de la Voix de l'Enfant pour cette noble cause et je rappelle que la Voix de l'Enfant est souvent partie civile dans des procès dans de très nombreuses affaires contre justement des parents maltraitants. Et alors la loi de 2016 a fait évoluer légèrement. C'est la question que j'allais vous poser. Voilà, il y a eu la nouvelle loi de 2016 a fait évoluer un peu ce principe très contraint qui était de la loi précédente de toujours privilégier les parents biologiques, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire. Oui, on peut s'inquiéter effectivement de ces procédures d'urgence, c'est une bonne chose. Et puis on peut aussi s'inquiéter, on y reviendra, parce qu'on compte sur vous pour faire cette émission quand vous serez toutes disponibles. Aussi pour le cas c'est vrai, les enfants à l'âge de 18 ans, ils sont retirés des foyers parce qu'il n'y a plus de place. Ça aussi, c'est quand même un gros problème. Alors, je sais que le Val d'Oise accueille des mineurs isolés, mais finalement, est-ce que ces enfants-là ne rentreraient pas dans ce cas-là? On pourra peut-être revenir sur ce sujet un peu plus tard. Voilà, c'était l'info d'aujourd'hui. On va continuer dans nos infos. Je vous rappelle d'ailleurs que le 20 novembre, c'est la journée des droits de l'enfant. Donc, on reviendra sur ce sujet avec vous, Michèle Berthy. Merci beaucoup. Alors, autre info du jour, eh bien, à 60 ans, Gilles Legendre, ancien journaliste proche de Richard Ferrand, est le nouveau président du groupe LREM La République En Marche à l'Assemblée nationale. Il a été élu le 18 septembre. Ce député de Paris l'a emporté au second tour par 157 voix contre 107 pour son rival Roland Lescure. Un petit score alors que le groupe contient 312 députés. Le nouveau chef de file sait qu'il a du pain sur la planche pour rebooster les troupes et dissiper leurs doutes en cette rentrée de septembre, d'autant que durant la campagne en interne, les doléances se sont largement exprimées. Répartition plus équitable des responsabilités, plus de transparence, demandent les députés, un fonctionnement plus souple et plus concerté, et notamment sur les dépôts d'amendements. Voilà un petit peu les dessous des élections de l'Assemblée nationale. Alors, dernière info, on vous l'a dit, Christophe vous l'a dit, avant-dernière info, c'est la fête du sport qui commence dès aujourd'hui. 209 projets partenariaux sont portés par les collectivités territoriales, les mouvements sportifs,
organisées partout en Île-de-France. Donc profitez-en, allez rencontrer vos associations. Le sport, ça fait du bien, ça met en forme. Et puis vous pourrez aussi rencontrer des bénévoles qui s'en occupent vraiment à leur corps perdu. Voilà, dernière info, c'est la consultation internationale sur le devenir des autoroutes, du boulevard périphérique et des voies rapides ou structurantes du Grand Paris. Il est temps, enfin on espère, cette réflexion va prendre en compte dans son ensemble toutes les routes que je viens de citer. Alors les élus ont décidé de faire appel à 4 groupes d'experts, je ne vais pas détailler bien sûr, ce sont des groupes qui contiennent plusieurs types de professions. Donc il y a le groupe De Villers et Associés, le groupe Richez et Associés, Roger Strict, Arbour et Partners, et puis Sera Architectes ont été retenus. Ces 4 groupes vont rendre des travaux et la consultation sera publique dans 1 an. En principe, l'été prochain, une exposition va se tenir, j'imagine, dans Paris. On vous tiendra au courant. Alors, on va demander à Nicolas Ploviecki, est-ce que justement les embouteillages, d'ailleurs qu'on annonce tous les matins, entre 400 voire à plus de 500 km même, on a vu cet hiver, est-ce que ça vous gêne dans votre métier de commercial, de produit, d'entreprise et vos salariés notamment? Alors, ça ne nous gêne pas dans notre métier. En revanche, ça gêne nos salariés, effectivement. Accéder à Montmorency n'est pas chose aisée. On sait tous les problèmes liés à l'absence d'infrastructures routières de qualité, en tout cas de bonne taille, et de moyens de transport. Alors, ça permet à la ville de Montmorency d'être une ville extrêmement agréable à vivre. Et c'est vrai qu'il va falloir trouver le juste milieu entre simplifier la circulation et garder la qualité de vie dans la région. Mais effectivement, on souffre de cela. C'est difficile, notamment pour nos collaborateurs parisiens, de venir tous les jours à Montmorency, bien qu'ils soient soi-disant en sens inverse du flux principal. Mais ça reste compliqué et on a développé de plus en plus de télétravail pour cette raison-là. D'accord. Bon, on en parlera tout à l'heure lorsqu'on verra votre stratégie et le management de votre entreprise avec vous. En attendant, on va faire une pause musicale. Il est 9h31. Je vous propose Julien Clerc avec Californie. Je ne savais pas que vous alliez m'embarquer sur les mineurs isolés. Comment ça? Sur les contrats, les sorties de contrats des jeunes de l'ASE. Pourquoi pas? Ça peut être une réflexion. Oui, ça, pourquoi pas, mais bon. J'ai oublié de vous demander combien la maison que vous allez ouvrir va contenir d'enfants. Alors pour l'instant, on a une maison de 45 et on va passer à 70. Et le besoin, entre guillemets, c'est celui-là. C'est celui-là? J'espère. Vous pensez que ça va pouvoir... J'espère qu'on va pas être obligé après de le refaire pour 90. Donc non, j'espère pas. Donc voilà. Ouais. On en reparlera en détail une autre fois parce que c'est un sujet compliqué. Oui, ça va. Et la justice, je peux vous dire que, puisque je fais partie du conseil d'administration du GIPED depuis 7 ans, la justice est très 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 frileuse. C'est vraiment le maintien du droit des liens biologiques. Donc il faut vraiment prouver qu'il y a une grosse maltraitance. Mais les maltraitances psychologiques... c'est très compliqué. C'est très compliqué, c'est très compliqué. On fait comment? C'est bien ça le problème. Parce que, et alors c'est pour ça que le 119 est quand même important, parce qu'un jeune ou un enfant, même... vous ne l'avez pas dit ça, non, si vous voulez poser la question. Oui, on en reparlera tout à l'heure. C'est ça. Parce que c'est vraiment le dispositif important, national. Sur tous les Français ont accès à ça. Le 119, c'est pour les enfants, on va le rappeler, on va revenir sur les enfants. Mais pas que pour les enfants. C'est-à-dire que si un voisin constate de la maltraitance dans l'appartement d'en face, il peut appeler le 119 sous le regard de l'anonymat. Et du coup, il peut expliquer et du coup, immédiatement l'écoutant, vous avez le préaccueil qui filtre. Après, si le préaccueil décide que ce qu'il entend est suffisamment dangereux, il passe à l'écoutant. Et l'écoutant, ce sont des professionnels, des psychologues. Moi, je suis quand même épatée le fait que la justice laisse ses enfants dans leur famille, parce que qu'est-ce que ça fait comme adulte après? Attendez, on se plaint. Vous savez que la première cause de maladie en France, ce sont les problèmes psychologiques. C'est plus la. Et on est en désert psychiatrique. Et on est en désert psychiatrique, je l'ai annoncé parce que
il y a une nouvelle plateforme qui est lancée, je l'ai annoncé cette semaine, qui s'appelle Docto Consult, spécifique pour les problèmes de psychiatrie. On reprend. Nous voici de retour. Nous étions au bord de l'économie en compagnie de Julien Clerc avec son titre majeur, vous souvenez-vous, un vieux titre qui s'appelle Californie. Alors, Michel Berthy, vous êtes maire de Montmorency, conseiller départemental du Val d'Oise. Donc, Montmorency, c'est un parc de verdure dans le Val d'Oise qui recueille 22 000 habitants. Alors, pourquoi un jour vous avez fait de la politique? Comment ça vous est venu cette... Vaste sujet. Pourquoi j'ai fait de la politique? Eh bien, à un moment, on se dit que d'abord, j'étais très investie dans le milieu associatif. Je viens du terrain, je viens du milieu associatif. Et à partir de l'instant où, effectivement, on se dit que sa ville, qu'on a servi par le biais des associations, a peut-être un engagement, a besoin de vous, c'est un grand... peut-être un peu trop présomptueux, mais si vous voulez, c'est déjà le goût des autres, je pense. C'est ça qui est important, être au service des autres, être au service de sa ville. Donc voilà, à un moment, j'ai pensé qu'il était important de me mettre au service de ma ville. C'est pour ça que je me suis engagée en politique. Donc en 2001, alors vous étiez, avant, ça fait combien de temps que vous êtes membre du parti Les Républicains? Je me suis engagée alors à l'UMP, puisque avant d'être les Républicains, c'était l'UMP. Je suis devenue membre de l'UMP dès le début, dès sa création, c'est-à-dire, je crois, c'est 2002-2003. Donc, la création de ce parti qui regroupait à la fois une droite et un centre ouvert, je m'y retrouvais et c'est pour ça que je me suis engagée tout de suite dans le parti UMP. Alors vous décidez donc de devenir conseillère municipale à Montmorency en 2001. Oui. Donc à l'époque vous étiez une simple conseillère, on donne des responsabilités lorsqu'on démarre? Alors j'étais une simple conseillère municipale, tout à fait, membre de la commission scolaire. Et Monsieur Chambon à l'époque m'avait chargé de la vice-présidence de la commission scolaire, puisque je venais du milieu associatif scolaire, effectivement. Et à partir de l'instant où je me suis engagée dans cette mission, à l'époque j'étais 26e sur la liste, je crois, c'est vrai qu'il me semblait important d'être présente, justement, dans sa ville, dans les manifestations. Et c'est en étant présente, en m'investissant à titre personnel dans toute cette vie de la cité, qu'au fur et à mesure, je me suis passionnée pour cet engagement. Alors en 2011, vous vous présentez au poste de conseillère générale du canton de Montmorency et vous êtes élue. Oui. Alors, c'était une surprise pour vous? Non, j'étais très déterminée. Je savais il y avait des enjeux très forts. Il fallait alors garder le canton au sein de ma famille politique. La ville de Montmorency était passée à gauche et il me semblait... Alors là, je me suis peut-être sentie investie d'un devoir de garder ce canton au sein de ma famille politique et c'est pour ça que je me suis engagée dans cette formidable aventure. Et effectivement, j'ai été soutenue par les cadres du parti puisqu'il a fallu que j'ai présenté ma candidature au comité départemental. Voilà, et puis ensuite, donc, c'est aussi pour donc conserver Montmorency dans votre famille politique que vous vous êtes présenté au mandat de maire, j'imagine. Tout à fait. C'était après, donc, puisque les électeurs du canton de Montmorency avaient validé mes propositions d'engagement et de programme et de projet, il me semblait important de reprendre la ville de Montmorency à la gauche et c'est pour ça que je suis partie dans cette campagne des municipales de 2014 avec une équipe. Nous étions et nous sommes toujours motivés au service de Montmorency et des Montmorenciens avec des beaux projets et des beaux projets que nous sommes pratiquement en milieu de mandat en phase de réalisation à 95%. Mais justement, c'est ça dont on va parler dans quelques minutes après cette nouvelle pause musicale. Je vous propose d'écouter Beauty Freak avec My Beauty, justement.
Alors, on va parler des projets. Parce qu'on peut, on peut dire qu'on peut faire un petit bilan de mi-mandat, c'est ça? Ah bah oui, Hein, dans ces cas-là. ah bah oui, bien sûr. Ça dure combien de temps ce titre-là? 2 minutes 40. C'est bien. Parce que quand les titres durent plus de 3 minutes, ça va pas. J'ai réécouté, là, quand c'est trop long, ça coupe les... Ok. On sait plus si on est dans une émission d'info ou dans une émission de chansons. Il faut qu'on... Non, parce que jusqu'à présent, jusqu'à ce mois, jusqu'à la fin juin, les titres, je passais un extrait d'1 minute ou 2 minutes, parce que j'avais qu'1 heure d'antenne. Et donc, effectivement, je coupais les artistes. Alors, ça ne plaît pas à Christophe, qui n'aime pas qu'on coupe les artistes, ce que je comprends. Mais il faut bien que je laisse parler mes invités. Et du coup, là, maintenant, on laisse un peu plus longtemps les chansons. Mais il faut qu'on se cale, parce que quelquefois, c'est trop long. Il y a des titres qui font entre 4 à 5 minutes, notamment dans le jazz. Je passe beaucoup de jazz, moi. Donc, C'est vous qui choisissez de passer du jazz. ah oui, c'est bien Ouais, de ouais, passer ouais, de toutes les musiques. Mais bon, Je passe c'est du- des morceaux de 5 minutes. Hein. Je passe du rap, du jazz. Quand on passe du jazz, on accepte de passer des morceaux de 5 minutes. Bah voilà. Oui, bah non. Moi, je passe même de la musique classique. Non, Un mais c'est peu pareil, moins souvent. Du coup, il est vachement entravé. Christian Cravero et Bernard Ah bah, c'est qui sûr. des morceaux de la musique. Oui, mais c'est pas grave. Ça leur pose problème. Mais ils ont les mêmes problématiques que vous. Bah oui. J'ai plus un flacon vivante. J'aurais dû venir avec. Est-ce que, Michel Berti, on peut quand même commencer par de parler de comment vous avez trouvé la mairie au niveau de la gestion ou pas? Au niveau de la gestion financière ou pas? Ou est-ce qu'on va direct au bilan de mi-mandat? Non, bah, non. Ah oui. Alors, au niveau financier, c'était correct, sauf qu'il a fallu qu'on sorte des fameux emprunts toxiques. Ah oui. Et là que c'est fini, vous en êtes Il n'y a sorti? plus, ah oui, complètement. D'accord. Alors on va peut-être parler de la difficulté ou de la facilité de se plonger tout de suite dans tous les dossiers. Oui. Non? On Et puis va- bah, justement, J'en parle pas. Les difficultés avec l'administration. Ah, j'en parle? Au début, c'était compliqué. mettez-vous à côté d'elle. Nous voici de retour sur IDFM. Vous venez d'entendre le groupe Beauty Freak avec My Beauty. Donc, nous sommes en compagnie de Michel Berti, maire de Montmorency et vice-présidente du conseil départemental du Val d'Oise, et puis aussi avec Nicolas Ploviecki, président du groupe BALT. Alors, tout de suite, nous redonnons la parole à Michel Berti, qui, donc, on en était à... Donc, en 2014, vous êtes élu maire de Montmorency. Alors, est-ce que c'est facile de se plonger tout de suite dans les dossiers? Alors non, c'est pas facile, surtout quand effectivement on arrive et qu'on n'est pas prévu au niveau de l'administration, au niveau de l'administration générale d'une mairie. Donc il faut qu'un maire prenne la totalité connaissance des dossiers. Et c'est vrai que vous savez qu'une mairie, si j'ose dire, c'est un couple qui fait fonctionner une mairie, c'est-à-dire un directeur général des services, un maire, une équipe. Et Donc, un trio. un trio, plutôt qu'un couple, vous avez tout à fait raison. Et ce trio, au départ, n'a pas fonctionné, puisque la directrice générale des services en place ne nous a pas facilité la tâche à mon équipe et moi-même. Et donc, les 6 premiers mois ont été très, très difficiles. Donc, il a fallu reconstituer beaucoup de choses, j'imagine, qu'il manquait des informations. C'est ce genre de choses que vous voulez nous faire savoir, hein, finalement. C'est-à-dire que oui, effectivement, les dossiers n'étaient pas forcément complets. Alors, il y avait aussi un petit souci financier. On a entendu parler des empreintes toxiques sur Montmorency. Où en êtes-vous à ce sujet? Alors, c'était un petit souci, c'était pas un petit souci financier, c'était un très très gros souci financier. C'était la ville de Montmorency avait souscrit des emprunts toxiques
en 2006 et 2007. Et le gros problème, c'est qu'en fin 2014 et 2015, les emprunts toxiques étaient indexés sur le franc suisse, et le franc suisse a dérivé. Et donc, nous avions des intérêts, je vais faire très court, de 800 000 euros à rembourser tous les ans, et de 800 000 euros, on est monté virtuellement jusqu'à 1,5 million, voire 2,4 millions. Rien que d'intérêt. Rien que d'intérêt, pas de remboursement de Jusqu'à capital. 2,4 millions d'intérêt. Virtuellement, si Virtuellement, bien sûr, si on suivait l'indexation du franc suisse. Tous les matins, avec le directeur financier, on était sur le cours du franc suisse. Donc, effectivement, nous avons organisé un gros travail avec la SFIL, c'est-à-dire c'était l'organisme financier qui était issu de Dexia, la banque qui avait fait souscrire ses emprunts à toutes les villes alentours. Et donc, un gros travail avec le directeur financier, le directeur général des services, l'adjoint en finance, et moi-même. Et donc ce travail nous a permis de sortir définitivement des emprunts financiers en juin 2015. Et ça a été pour les habitants de Montmorency. Pour les habitants de Montmorency, pour nous, pour nos projets, parce que c'est vrai que virtuellement, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Mais ça ne doit pas être facile de négocier avec une banque, de revenir sur des taux d'intérêt de ce type. Non, Comment fait-on On casse les contrats, c'est possible? Eh ben là, ça a été possible, oui, ça a été la première fois quand nous sommes arrivés en 2014, on les a rencontrés une première fois. Bon, là, ils n'étaient pas très facilitateurs, donc là, on n'a pas trop continué la négociation. Et puis, donc, on a repris contact avec eux en fin 2014 et début 2015. Là, effectivement, les conditions étaient bien meilleures. Et c'est pour ça qu'on s'est engagé dans cette négociation. Et je pense que effectivement, on a été une des premières villes à en sortir définitivement. C'est-à-dire qu'on a absolument 0% d'emprunts toxiques. Alors maintenant, vous indexez, vous avez souscrit de nouveaux emprunts, j'imagine, pour pouvoir fonctionner? Oui, une ville a toujours des emprunts, mais du coup, nous avons des emprunts à un montant raisonnable et effectivement, plus d'emprunts à taux variable. À taux variable. Voilà. Alors, quel est le budget de la ville de Montmorency, à peu près, la fourchette? La fourchette, oui, je pense qu'on est sur un budget de 40 millions. Merci Michel Berti. Donc on va peut-être tout de suite, on peut dire que vous êtes à mi-mandat, oui, un peu plus tout même. À fait, oui. Est-ce qu'on peut faire un petit tour des projets et des réalisations? Écoutez, alors ça avec grand plaisir, parce que je pense que collectivement nous sommes fiers de notre bilan, puisque nous avons donc réalisé pratiquement la totalité de nos engagements. Nous avions été très raisonnables justement dans nos promesses de campagne pour pouvoir les réaliser. Et du coup, nous avons réalisé 90% de nos promesses de campagne. Donc la sortie des emprunts toxiques, le projet phare des engagements, la place Roger Levaneur. Alors la place Roger Levaneur, elle est sortie de terre, elle est rénovée. Je sais que ça a créé beaucoup de discussions, mais ce qui est important sur cette place Roger Levaneur, c'est qu'elle est en accès pour les personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire qu'une personne en fauteuil roulant peut faire ses courses chez tous les commerçants de la place Roger Levaneur. Donc ça, c'était quand même un beau projet. Et ce qui est important, c'est que cet été, maintenant, nous avons 1 an de réalisation de cette place. Et cet été, ce qui était intéressant, c'est que la population montmorençaine s'en est emparée. C'est-à-dire que sur toute la partie piétonne, on a vu tous différents groupes de jeunes, de personnes âgées, de touristes s'installer sur nos fameuses chaises rouges, qu'on tant fait parler. Et nos chaises rouges Fermob, d'une entreprise française. Et du coup, avec de la végétation, les arbres qui poussent, les fleurs, et cette place qui est au départ très minérale, puisqu'on l'a ouvert à l'automne dernier, est devenue beaucoup plus agréable, et bien sûr nous allons continuer à l'améliorer pour qu'elle devienne de plus en plus végétale. D'ailleurs, vous soulevez avec ce projet qui s'est enfin réalisé le souci de la revitalisation des centres-villes, qui d'ailleurs, je suppose, concerne beaucoup de villes alentours de Montmorency. Ça, c'est un vrai sujet, les cœurs de ville. Il faut absolument que tous les maires, pour tous les maires, c'est un sujet très important. Je pense que les maires de l'agglo sont très concernés par rapport à ça. Saint-Gratien a fait un très gros travail, Enghien a fait un très gros travail, Soisy aussi. Montmorency, donc, grâce à cette rénovation, alors ça a été compliqué pendant les 9 mois de travaux, mais maintenant ça fonctionne et c'est justement ce qui permet d'attirer de nouveaux visiteurs
de Et nouveaux pas visiteurs, seulement habitants, de faire vivre les de faire commerçants. vivre les commerçants. Et il y a une dynamique qui se met en place, et ça, c'est important. Et nos cœurs de ville, nous avons besoin de nos commerçants, parce que sans commerce, nous devenons des villes dortoirs. Et ça, c'est pas possible. Et puis ça rend triste, Ah, c'est bah, vrai que c'est plus complètement. triste. Oui. Exactement. Alors on continue dans les projets réalisés. Alors les projets réalisés, ce qui est important, c'est que quand nous sommes arrivés, nous avons constaté que l'école Jules Ferry était très compliquée et les murs étaient beaucoup trop petits, et c'est pour ça que nous avons un magnifique projet de reconstruction, réhabilitation complète sur l'école Jules Ferry. C'est l'école qui se situe le plus proche d'Anguin. Donc c'est un beau projet à hauteur de 10 millions quand même. Ça, c'était important. Et puis nous avons aussi rénové l'école La Fontaine, qui est l'école sur le plateau, au cœur de forêt. Et nous avons aussi, on s'était engagé sur la fibre. La ville sera 100% fibrée à la fin de l'année, c'est-à-dire 100% fibrée. Orange aura fini Dans 2 mois, donc dans quelques semaines. Dans finalement, quelques semaines, tout les le monde- armoires d'accès aux fibres seront complètement installées. Après, vous savez, le problème du fameux gel commercial pour mettre les opérateurs à égalité. Voilà, mais ça, Mais ça, après, c'est un autre c'est sujet. un autre sujet. Mais nous, la fibre sera installée sur 100% du territoire. Fin 2018, on a gagné 2 ans sur d'autres villes. Absolument. Donc les Montmorencéens pourront s'abonner via la fibre à partir du 1er janvier auprès de leur opérateur. C'est-à-dire qu'on pourra dire que je pense qu'au premier semestre 2019, effectivement, il y aura toujours quelques difficultés sur des problèmes techniques. 80% des Montmorencéens auront la fibre fin juin 2019. Ça, c'était un véritable engagement de campagne. Et avec M. Olivier, qui était en responsabilité de ce dossier, nous sommes fiers Vous avez bien travaillé. de voilà. l'avoir porté. Et puis aussi, ce que nous sommes fiers, c'est de la réorganisation du service jeunesse qui était qui était géré par une association, et nous l'avons repris en charge complètement au niveau de la mairie, et ce service jeunesse fonctionne très très bien, et donc nous avons multiplié les voyages, les manifestations, et ça c'était important aussi. Oui, je me souviens d'un temps où il y avait beaucoup de jumelage entre jeunes. Ça Oui. s'est un peu perdu, les jeunes sont moins demandeurs. Alors oui, beaucoup. Alors ça, le problème du jumelage, cette année, nous allons fêter les 50 ans du jumelage de Kiel, avec la ville de Kiel. Et c'est vrai que les jeunes sont beaucoup moins demandeurs du jumelage, mais c'est important de le maintenir, puisque ça leur permet de rencontrer d'autres cultures européennes. Mais ça devient compliqué, parce que les accueils, ce qui était important, c'était les accueils en famille. Et maintenant, les accueils en famille deviennent de plus en plus difficiles. Mais oui, les logements se réduisent chez nous, donc on peut de moins en moins accueillir de personnes. Parce que c'est ça qui était intéressant, c'était l'échange entre familles. Il fut un temps où les petits Montmorencéens partaient aux États-Unis. Ça, maintenant, c'est plus possible. Michel Berti propose une nouvelle pause musicale et on revient tout de suite avec vous. On va entendre tout de suite Clean Bandit, bien sûr, avec son titre Solo. Alors après, vous voulez continuer sur les projets? Il y en a encore? Ah oui. Oui, moi je veux bien. On continue, On hein? continue. Il y en a combien encore des projets sur Les les projets, réalisés? les réalisés, non, mais on a des projets. Les projets en cours Voilà, maintenant. D'accord. on a 2 maisons médicales. Donc là, on fait les projets en cours. de la Serre. Il y en a combien? 3. 3, d'accord. Projet en cours. Oui, projet en cours. On a le partenariat qu'on a mis en place avec le musée des Contes. Oui. Et ça, c'est Le côté culturel, oui. voilà, la réalité augmentée. Voilà. La réalité augmentée qui est installée à la collégiale. Vous pouvez parler aussi du cinéma, L'Éden, oui. de l'Éden qui a réouvert en fait. Oui. La culture. Voilà, on va faire un petit sujet projet en cours et puis après on va finir par la culture. Voilà. On va finir par la culture. Voilà. Hein, comme ça me permettra d'annoncer vos manifestations. Projet en cours. Voilà. Projet en cours, on a la Serre. Sinon, au niveau national ou départemental ou interco, il y a d'autres sujets sur lesquels vous voulez intervenir parce qu'il ne nous reste plus que 10 minutes. Le problème du budget, je ne sais pas si on en parle, le JPET, peut-être pas, c'est trop. Sinon. Il y a quoi après, dans 10 minutes? Il y a monsieur, Ah, ok, d'accord. il y a Nicolas qui attend. Non, on va aussi rappeler à la toute fin
la maison pour l'enfance au niveau du département, le nombre d'enfants accueillis et le budget. Voilà, ça c'est important. Le budget d'investissement. Le budget d'investissement dépensé par le département et puis parler peut-être du numéro, rappeler le 119. Hein, ça serait bien de rappeler le 119 et que la baisse là, et que là vous allez aller négocier la non-baisse. Oui, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne diminue pas le budget pour... oui, c'est ça, ça va être compliqué. Mais oui, qu'on ne diminue pas, vous allez négocier le fait qu'on ne... L'annonce qui a été faite, voilà, de diminuer le budget dédié à l'enfance maltraitée. Voilà. Donc, le dispositif 119. Voilà, le dispositif 119. On va finir par ça. On y retourne là, s'il vous plaît, Quentin. Malheureusement, je n'ai pas préparé l'info européenne. Il reste 40 secondes. Donc Madame Le Maire parle du musée Jean-Jacques Rousseau. Comme Et elle puis veut. après, elle enchaîne Des projets, sur, on continue on sur fait les les projets projets en en cours, cours, on finit les projets, on fait culture. Donc projet en cours, parc de la Serre, maison médicale. Parce que des aires médicales n'étaient pas classées secondaires. C'était pas priorité en termes de déserts secondaires. Et on s'y engage parce que les médecins sont du plateau. C'est un engagement sur les anciens. Nicolas, si vous avez des questions à poser à Madame le maire, il ne faut pas hésiter, il faut me faire un petit signe. Hein. Là, Il reste 10 secondes. Allez, on y va. envoyé Un SMS? Attention. Un signal, d'accord. C'était Clean Bandit, c'est ça? Oui. Ah, c'était Clean Bandit au bar de l'économie sur IDFM avec son nouveau titre Solo. Alors nous sommes toujours en compagnie de Michèle Berti, maire de Montmorency et vice-présidente du conseil départemental du Val d'Oise, et de Nicolas Ploviecki, qui est président du groupe BALT. On va redonner tout de suite la parole à Michèle Berti pour les projets en cours sur la ville de Montmorency, puisqu'on faisait un petit état de l'art de tout ce qui a été réalisé depuis son élection mars 2014. Eh bien, un projet qui va peut-être aussi concerner Monsieur Ploviecki, puisque nous sommes en train de travailler avec Monsieur Guiraudet, l'adjoint dédié à la nature, sur la réhabilitation du parc de la Serve. Le parc de la Serve, c'est le parc qui est là-haut et qui a été un peu laissé à l'abandon. Et donc, nous sommes en train de travailler sur ce beau projet et on va complètement mettre en lumière ce parc, c'est-à-dire mettre un parc naturel. Il est hors de question de planter des massifs de fleurs et tout. Nous allons laisser la nature se développer, mais on va essayer de l'organiser, c'est-à-dire l'entretenir de façon importante. Et ce parc se trouve tout près de l'entreprise BALT d'ailleurs. Autre projet en cours, ce qui est important, Montmorency, on était pratiquement en désert médical suite à une enquête avec l'ARS et l'URPS. Nous étions en 2e degré de vigilance et d'ailleurs sur le plateau, le dernier médecin prend sa retraite en fin d'année. Donc il devenait une urgence maximale pour essayer de trouver une solution. C'est pas simple, c'est très compliqué. Et grâce à un travail collaboratif avec les services, les adjoints et aussi un agent de la ville qui a compris l'intérêt général, nous allons donc installer une maison médicale sur le plateau. Et une autre maison médicale. Donc quand vous dites le plateau, c'est le haut de Montmorency. Le haut de Montmorency. Et une autre maison médicale en cœur de ville, dans les anciens locaux du home, là où étaient logés les élèves de l'école infirmière. Alors là, ce sont des projets qui vont voir le jour en même temps. Alors, c'est des projets qui vont voir le jour en même temps, c'est-à-dire on y travaille et j'espère que tout sera fini en octobre 2019. Et vous espérez attirer des médecins généralistes, bien sûr, mais quoi d'autre? Enfin, qui d'autre encore? Alors, des médecins généralistes et des médecins spécialistes, puisque vous savez que la ville de Montmorency, en partenariat avec la ville d'Aubonne, assure le conseil de surveillance de l'hôpital Simone Veil, et que donc un partenariat très fort existe avec l'hôpital, et que grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir faire venir des spécialistes en même temps que des généralistes. Et je pense que ça, c'était vraiment une grosse inquiétude de tous les Montmorencéens, et j'espère que ça va être une réponse positive qu'on va leur apporter. C'est notre rôle en tant qu'élu, même si au départ, le domaine de la santé n'est pas forcément de notre compétence. Mais nous devons répondre à cette angoisse des habitants. Alors cette semaine, j'ai annoncé donc la plateforme DoctoConsult pour tous les problèmes psychiatriques. Et puis on a fait venir à l'antenne 2 médecins qui ont créé Angel Dom. C'est du suivi médical de coordination
tout ça aussi via une plateforme qui peut aider également aux problèmes de santé. Autre projet en cours, Michel Berti, à Montmorency? Alors, faire un focus sur la culture, je pense que Montmorency et la culture, ça a toujours été une très longue et belle histoire. Donc, le musée Jean-Jacques Rousseau qui enfin revit. Nous avons été très très ennuyés après la magnifique exposition de l'anniversaire du tricentenaire de Jean-Jacques Rousseau. Tous les travaux qui avaient été faits pour cet anniversaire, le parquet avait été infecté d'insectes, ce qui nous a bloqués pendant plus de 2 ans entre les expertises, les contre-expertises, et obligés d'aller en justice. Donc enfin, ce travail-là a été fait et cette année, nous avons ouvert avec une magnifique exposition. Il reste quelques jours. J'invite tous vos éditeurs à s'y rendre pour voir l'exposition, c'est-à-dire l'exposition des peintres, les peintres qui ont mis en valeur des paysages de Montmorency. Et puis, bien sûr, le cinéma à l'Éden, qui a ouvert en 2013 et qui maintenant, effectivement, nous sommes tout à fait, même si au départ, on n'était pas forcément sur l'investissement, mais maintenant que l'investissement est fait, il faut que ça fonctionne et ça fonctionne de mieux en mieux. Et c'est pour ça que nous accompagnons le cinéma l'Éden. Et je voudrais parler aussi d'une nouveauté dont nous sommes très très fiers. C'est la visite de la collégiale en réalité augmentée qui a été faite avec l'agglo CAPV Forêt de Montmorency et qui permet maintenant de voir cette collégiale grâce à des tablettes. Nous pouvons découvrir les vitraux dans leur intégralité et retrouver le mausolée de notre fameux, très connu Anne de Montmorency. Alors comment on fait si on veut? Il faut aller dans la collégiale? Alors bien sûr c'est sur réservation puisque c'est avec tablette et nous avons fait le choix de maintenir un guide pour qu'il y ait aussi ce partenariat avec le conférencier qui pourra aider, guider, répondre aux questions et ce merveilleux outil qui permet de découvrir des points inconnus et qu'on ne voyait pas à l'œil nu sur les vitraux, Bien sûr. et revoir. Voilà, donc Montmorency se met dans le numérique avec la visite de la collégiale en réalité augmentée, si on a bien compris. C'est ça, et les réservations se font donc à l'office de tourisme intercommunal situé à Montmorency. Voilà, donc si vous voulez visiter la collégiale, eh bien, prenez rendez-vous auprès de l'Office du tourisme. Alors j'en profite, Michel Berti, pour annoncer d'autres manifestations à Montmorency. La fête des sports, bien sûr, ce week-end. Le 7 octobre, la brocante avec le Rotary, j'imagine. Et puis, le 29 septembre, très proche, c'est-à-dire la semaine prochaine, vous lancez votre saison culturelle. Oui, tout à fait. Je donne rendez-vous à tous vos auditeurs à la briqueterie. La briqueterie qui est donc devenue un dispositif important de la politique culturelle de la ville, qui a été donc municipalisée. Et donc rendez-vous à la briqueterie au 29 septembre. C'est un spectacle entièrement gratuit et j'espère que nous ferons le plein. Ah oui, c'est un concert de chansons françaises avec Lily Cross et Thierry Chazelle pour leur nouveau titre Peau neuve. Michel Berti, merci pour tout ce point sur Montmorency. On va quand même rappeler également au niveau départemental le scoop que vous nous avez annoncé tout à l'heure lorsqu'on a commenté nos infos, c'est la création, la nouvelle maison pour accueillir les enfants maltraités, si je puis dire, qui va se tenir près du port de Cergy, si j'ai bien compris. Tout à fait. C'est un projet très important qui tient à cœur à la présidente et à nous les élus, bien sûr. Vous avez rappelé l'importance des enfants maltraités et donc les maisons d'enfants sont les principaux outils de mise à disposition des départements pour accueillir ces enfants. Et donc cette nouvelle maison du côté de Port-Cergy tout est enclenché, nous avons choisi l'architecte et donc les travaux vont partir. C'est un projet à hauteur de entre 10 et 12 millions. Et donc ça c'est le département qui investit. Ça c'est le département qui investit. Donc ça verra le jour dans combien de temps? Ça verra le jour, normalement, on devrait, si tout se passe bien, on y va à marche forcée, c'est janvier 2021. Janvier 2021 pour accueillir 70 enfants, un budget donc entre 10 et 12 millions. 10 et 12 millions d'euros. Merci beaucoup Michel Berti. On va tout de suite faire une nouvelle petite pause musicale avant de retrouver Nicolas Ploviecki qui va nous parler de BALT et de la neurochirurgie. Non, neuroradiologie, je me suis trompée.
Voilà. Qu'est-ce que c'est là? 10 euros D'où ça sort? in my money. Bon alors là, on lui... 2 minutes, hein, pas plus. Hein. Il reste qu'une minute. Ah bon bah même pas, même 50 secondes, ça suffit. C'est pas très beau comme truc. Hein. D'où ça sort ce titre? Ça passe à la radio partout. Enfin, C'est quoi cette sélection bizarre? c'est vrai. Il y a un problème. C'est très actuel. Hein. Ah bah oui, mais de toute façon au bar de l'économie, comme je les laisse un peu faire, comme j'ai dit, il faut passer de l'actualité. Si on... Moi, je passe les titres que vous m'avez donnés. Moi, Je vous l'ai donné celui-là? Bah oui, c'est dans votre liste en fait. Ah ouais, bah comme... non, j'ai pris moi les 40 titres les plus aimés en ce moment. Bah il y a ça. Tous Ça les vous goûts, plaît pas? tous les goûts sont dans la nature. Hein. Il reste 20 secondes comme ça. Ça vous plaît pas? Allez, on y va. C'est bon Nicolas? On y bon. va? Nicolas Ploviecki, vous êtes avec nous sur IDFM au bar de l'économie parce qu'avec vous, on va parler de BALT, votre entreprise, un fleuron de l'industrie et notamment de la medtech, comme on dit, notamment dans la neuroradiologie interventionnelle et ça dans le monde. Donc on aimerait bien savoir comment vous avez fait. Mais avant, qu'est-ce que c'est la neuroradiologie interventionnelle? La NRI, on va l'appeler comme ça aujourd'hui, ça sera peut-être plus rapide. En fait, c'est une technique qui consiste à passer par les artères pour aller soigner le cerveau de l'intérieur et ainsi éviter d'avoir à ouvrir le crâne par chirurgie. Donc ça permet notamment de traiter les AVC, les fameux accidents vasculaires cérébraux qui causent chaque année en France, rien qu'en France, 40 000 décès et 30 000 handicapés lourds. C'est la première cause de décès chez la femme et la troisième chez l'homme. La première cause de décès chez la femme? Exactement. Donc c'est peu connu, mais c'est vrai que c'est de plus en plus connu maintenant parce qu'on en parle beaucoup. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans beaucoup de téléfilms et films, il y a quelques années, les gens mouraient d'une crise cardiaque. Maintenant, c'est souvent d'une rupture d'anévrisme ou d'un AVC. Donc voilà, ça commence à être un peu plus connu du grand public, mais c'est un enjeu majeur de santé c'est publique sûr. dans tous les pays développés. De toute façon, ça fait peur à tout le monde. Hein. L'AVC, c'est sûr, c'est comme d'autres graves maladies, comme le cancer ou la maladie d'Alzheimer. C'est vraiment, quand on vieillit, c'est notre épée de Damoclès. Exactement, bah, c'est vraiment, voilà, comme je le disais, un enjeu de santé publique majeur. Et BALT est très impliqué dans ce domaine, puisque en fait, pour accéder au cerveau en passant par les vaisseaux et donc éviter ainsi la chirurgie, eh bien, il y a besoin de deux choses. Il y a besoin de médecins experts et extrêmement précis et formés à cet art. Et puis, ces médecins-là ont besoin d'outils, les meilleurs outils possibles. Et c'est justement ça le talent de BALT. C'est ce que vous fabriquez, exactement. Ce sont des outils, mais alors ce sont des outils tout petits, Alors, j'imagine? ce sont de toutes petites choses, effectivement. Ce Ça, sont c'est des dommage, prothèses j'en avais pas. vasculaires, des cathéters, toutes sortes de sondes qui permettent d'accéder à l'anatomie extrêmement tortueuse, c'est le terme que l'on emploie, du cerveau, en évoluant dans des tout petits vaisseaux qui font parfois moins d'1 millimètre. Donc, on connaît souvent le monde des cathéters par celui qu'on vous met dans le bras lorsque vous êtes sous perfusion. Nous faisons aussi des cathéters, mais beaucoup plus petits et beaucoup plus pointus en termes de technologie pour pouvoir aller naviguer, c'est le terme employé, Alors, dans les artères du est-ce que vous cerveau. pouvez nous donner des tailles d'outils? Ça fait quelle taille, quelle mesure? Nous donner une idée? Alors les cathéters, il y a plusieurs choses qu'on fabrique chez BALT. Il y a des cathéters, des prothèses, donc prothèses vasculaires, ce qu'on appelle aussi des stents. Donc les cathéters, il faut imaginer une sorte de tout petit tube d'environ, les plus petits que nous faisons fait 0,4 mm de diamètre, mais 1,50 m de long. Parce que pour accéder au cerveau, ça peut paraître étonnant, mais on entre dans le corps humain à partir de l'aine, c'est-à-dire au niveau du haut de la cuisse. Donc ça, c'est pour des questions anatomiques de facilité, mais voilà, ça nécessite donc d'avoir des tubes relativement longs et pour autant très petits, très fins. Et donc c'est cette technologie. Donc on fait remonter un cathéter de l'aine jusqu'au cerveau. Exactement. Pour pouvoir travailler sur tous les problèmes vasculaires cérébraux. Voilà. C'est ça que vous nous dites. Exactement. Et les problèmes vasculaires cérébraux sont en 3 catégories principales. C'est les anévrismes, qui sont une sorte de hernie qui se développe à la surface des artères.
une autre catégorie qui s'appelle les malformations artério-veineuses. Alors c'est un nom un peu barbare, mais il faut imaginer une malformation. Donc ça, c'est vasculaire. congénital, j'imagine. Alors on ne sait pas trop, Ah mais non, a c'est pas. priori oui. Et puis la troisième catégorie, c'est l'AVC ischémique, c'est-à-dire l'obturation d'une artère majeure par un caillot souvent venu du cœur. Et c'est celui, en général, dont on parle lorsqu'on parle d'AVC. Et effectivement, ça représente 80% des AVC au total. Donc c'est vraiment le problème principal, c'est l'AVC ischémique. D'accord, donc c'est ce qui... Alors, comment vous avez fait pour pouvoir être leader mondial dans votre En secteur, innovation finalement? dans ce secteur. Parce que votre entreprise, elle existe depuis 1977, j'ai dit tout à l'heure, c'est ça? Exactement. Mon père l'a créée en 1977, je l'ai reprise il y a bientôt 20 ans. Et vous, au départ, vous vous destiniez à reprendre l'entreprise ou vous vouliez faire autre chose? Je pense que ça a toujours été plus ou moins effectivement prévu comme ça, même si il y a eu peut-être comment dirais-je, un peu de non-dit dans la famille sur le sujet, mais tout a été fait comme ça et j'en suis ravi. Donc effectivement, j'ai commencé ma carrière après mes études d'ingénieur dans d'autres groupes, mais j'ai vite rejoint Balt. Un jour, votre père vous a dit, j'ai besoin de toi, reviens travailler avec moi, c'est ça? Voilà, c'est à peu près comme ça que ça s'est produit. Et puis, et lui a arrêté progressivement sur une dizaine d'années de travailler. Ça nous a permis de faire une bonne transition. Une bonne transmission du Exactement. savoir. Et donc pendant ces 40 ans d'existence de l'entreprise, Balt en fait est né en même temps que cette technique qui est la neuroradiologie interventionnelle, qui est née en France, en particulier à la Rivoisière. Et bon, c'est une sorte de hasard qui a fait que mon père a rencontré les pionniers, les médecins pionniers de cette technique médicale, qui eux cherchaient quelqu'un pour leur faire leurs outils, puisqu'à l'époque il n'existait rien de particulier, de spécifique pour accéder au cerveau. Et mon Donc père votre père, il a dit, banco, moi j'investis en... Exactement, Tout comme ça. il est passionné de recherche-développement, de conception, de challenge technologique à relever, ça c'est vraiment sa caractéristique. Et pendant des années, il a détruit les barrières qui faisaient qu'on avait du mal à concevoir des dispositifs permettant d'aller dans le cerveau. Et Balt s'est étendu comme ça dans le monde, parce que au niveau notamment de la Rivoisière, mais d'autres centres français aussi qui étaient des leaders mondiaux en termes d'éducation dans ce domaine, la France a formé énormément de médecins, je pense notamment aux Brésiliens, qui sont énormément venus en France se former, et donc ils repartaient dans leur pays avec, si j'ose dire, du Balt dans leur bagage. Et donc aujourd'hui, Balt est présent à peu près partout dans le monde, dans plus d'une centaine de pays. Nous sommes distribués partout où il y a de la neuroradiologie. Donc là, ça a été plus sous votre impulsion, l'extension internationale? Non, ça a déjà commencé du temps de mon père. On a continué, la société a continué à se développer de façon très très dynamique, bien que notre stratégie a toujours été de favoriser l'innovation. On est encore dans un monde, finalement 40 ans pour une technique médicale, c'est peu. Donc on est encore dans un monde qui nécessite énormément d'innovation technique, et donc dans un monde de start-up un petit peu. Et donc garder une taille relativement modeste à la société Balt était un atout à cet égard. C'est vrai que depuis quelques années, le monde change, un peu comme dans tous les domaines, mais la réglementation, la concurrence, etc. a fait qu'il a fallu qu'on donne une autre dimension à Balt il y a quelques années. C'est ce que j'ai fait. Et on a décidé maintenant de grandir, de passer du statut de leader de l'innovation à leader tout court. C'est l'objectif que je nous ai donné pour les prochaines années. C'est-à-dire que vous voulez dire que vous allez faire de la recherche d'appui financier? Comment vous allez Alors faire? ça, c'est déjà fait. Ça a eu lieu il y a 3 ans à peu près. Vous avez fait appel à qui? On a fait appel à un fonds d'investissement qui nous a permis non seulement d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue structurel, de nous développer beaucoup plus vite. On est passé vraiment d'une PME locale maintenant à un groupe international. Nous sommes présents dans 7 pays dans le monde. Nous avons des divisions en Allemagne, en Espagne, dans les pays nordiques, et surtout aux États-Unis, où nous avons racheté une entreprise il y a maintenant 2 ans et demi, et une entreprise basée en Californie sur laquelle nous avons bâti notre présence là-bas. Nous avons un site flambant neuf, plus grand que celui de Montmorency aujourd'hui, où il y a environ 110 personnes en Californie, et où nous fabriquons du matériel pour la neuroradiologie interventionnelle. Donc ça veut dire que vous fabriquez à Montmorency, vous fabriquez donc aux États-Unis et dans d'autres pays et en Suisse. Un troisième site en Suisse où nous fabriquons aussi du matériel. Ce qui vous permet de vous déployer partout dans le monde. Voilà, on va chercher les compétences là où elles sont. Donc
Donc aux États-Unis, nous sommes basés dans ce qui serait la Silicon Valley de la neuroradiologie interventionnelle, où sont tous nos concurrents. J'ai oublié de préciser que BALT est la seule entreprise française du secteur, même quasiment la seule européenne, mis à part quelques petites startups en Allemagne ou en Israël, bien qu'Israël ne soit pas en Europe, mais l'essentiel de nos concurrents, les 5 gros concurrents de BALT sont tous américains, sont tous des multinationales, des groupes énormes, et donc pour faire face à leur concurrence, on a été obligé de passer à une autre dimension pour BALT. Aujourd'hui, BALT, il y a à peu près 340 collaborateurs dans le monde, et nous n'étions que 5 fois moins il y a 5 ans. Donc c'est une expansion très rapide. Oui. Alors, à quoi c'est dû cette expansion rapide? C'est la manière dont vous êtes basé aux États-Unis et puis en Suisse, ou bien c'est l'impulsion financière qui permet C'est l'impulsion. Alors, c'est pas tellement l'impulsion financière, c'est parce que la BALT a la chance d'être une entreprise qui a toujours été en très bonne santé financière, donc on a toujours eu les moyens de nos ambitions. En revanche, il y a eu un changement de stratégie, effectivement, au milieu des années 2010, autour de 2014-2015, face à l'évolution de notre environnement, donc je le disais tout à l'heure, réglementaire, concurrentiel, mais aussi l'AVC ischémique que j'évoquais tout à l'heure, qui est une pathologie qui présente un nombre de cas énorme et qui s'est avérée être traitée de façon beaucoup plus efficace par voie endovasculaire, c'est-à-dire par la technique de neuroradiologie interventionnelle. Et ça a multiplié par 5 d'un coup le nombre de cas traitables par cette technique du jour au lendemain. Et donc on avait le choix chez BALT de soit se concentrer sur les techniques de niche historiques qui sont les anévrismes par exemple, ou de profiter de l'énorme potentiel que nous avions d'un point de vue technique pour développer des produits pour l'AVC ischémique et nous y lancer, et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ça qui explique cette croissance très très rapide, exponentielle, oui, très exponentielle. Voilà, on a entre l'année dernière et cette année, nous avons doublé par exemple notre chiffre d'affaires. Alors, comment fait-on pour pouvoir sortir des nouveaux produits? Ce sont les médecins ou vous avez en interne, vous faites de la R&D et vous allez proposer au corps médical des avancées? Comment Alors vous faites? c'est cette deuxième solution, mais ce serait un petit peu prétentieux de le dire aussi simplement, c'est qu'effectivement nous travaillons beaucoup avec les médecins. Depuis 40 ans, BALT est aux côtés des médecins. On passe énormément de temps avec eux pour comprendre leurs problématiques. Alors c'est vrai que contrairement à d'autres domaines où les médecins sont force de proposition pour des nouvelles idées techniques, en général là il s'agit plutôt d'un travail commun. Ils ont le souci thérapeutique ou clinique, quelques idées techniques, mais nous avons, si j'ose dire, la boîte à outils, c'est-à-dire que nous savons ce qu'il est possible de faire, là où on peut casser les paradigmes technologiques pour aller plus loin, en miniaturisant encore plus ou en faisant des choses dont on ne peut pas savoir quand on est médecin, puisqu'on n'a pas cette connaissance technique, on ne peut pas savoir que c'est possible. Et nous avons développé un certain nombre de technologies à Montmorency, c'est le site historique, qui nous permettent d'attaquer n'importe quel sujet, depuis la plasturgie jusqu'à l'électronique en passant par l'informatique ou la micromécanique. Tout ça, c'est une boîte à outils au sens noble du terme qui est présente sur le même site à Montmorency où nous pouvons piocher pour faire exactement le dispositif dont nos clients ont besoin. Donc en fait, il faut des compétences en mécanique, en chimie, je sais pas moi, en informatique. Dans tous ces domaines, parce qu'il y a une autre spécificité de BALT, c'est qu'on a un tel degré d'innovation dans les produits que nous créons, c'est que souvent il n'existe pas les machines pour les fabriquer. Et donc nous devons aussi créer nos outils de production. Donc c'est plutôt là qu'interviennent beaucoup les compétences en électronique ou en informatique, parce que les dispositifs en eux-mêmes ne sont pas encore trop équipés de systèmes de ce type-là, quoi qu'on commence à avoir des outils connectés, notamment des sondes qui permettent d'analyser un certain nombre de choses sur le site de travail. Nicolas Ploviecki, on va faire une nouvelle pause musicale avant de partir dans les nouveautés, notamment pourquoi pas le numérique avec vos produits pour aider les médecins en neuroradiologie. On va écouter, qu'est-ce qu'on va écouter Quentin aujourd'hui? Eh bien peut-être le groupe LSD.
Dans le numérique, on n'a rien du tout dans le numérique. À un moment donné, pas dans le numérique parce que c'est toujours très décevant. D'accord. Ah ouais. Donc- Il n'y a rien du tout de numérique chez nous. Faut le dire, hein, ça, faut le dire. Est-ce que le numérique n'arrivera pas très bien? Non, bah, au contraire, vous allez rester dans la mécanique, vous. Oui. Donc le numérique n'aura pas d'impact. Hein. Pas pour l'instant. On y travaille, mais pour 10 ans, je pense. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de numérique à travailler dans les artères? Bah, écoutez, nous, ce qu'on fait, par exemple, c'est qu'il y a des systèmes qui permettent d'analyser le type de caillots qu'il faut enlever avant. On sélectionne, mais ça devient technique, là. Vous avez des caillots de différents types, on va dire mou ou dur, pour faire simple. Oui. Et c'est pas le même outil c'est pas le même tire-bouchon. Ah oui, d'accord. Donc en fait, vous fabriquez des tire-bouchons. Tiens, j'avais pas pensé. Entre autres. Parce que j'ai vu que ça avait cette forme, je suis allée voir sur votre site. J'avais pas pensé. C'est absolument C'est incroyable, ça. c'est extraordinaire. J'ai Extraordinaire. vu les photos, mais on se rend pas compte. Et J'ai je sais pas oublié si de- il vous a pas dit, il y a eu un article dans le journal du dimanche absolument extraordinaire. Bon, et ben, moi je vous le dis, parce que moi je l'ai lu, j'ai vu ça, effectivement j'ai envoyé tout de suite un petit texto à Nicolas, et voilà, ça me sort surpris. 11 secondes. On se monte vers 30. Je suis obligée de partir parce que je suis en bas. Merci en tout cas pour votre présence, Michel. À bientôt. Tu penses à notre M10 plus que penser d'ailleurs. Avec la voix de l'enfant. Oui, d'accord, je m'en occupe. Soignez-vous bien. Merci. À nous? C'est qui là? Oui, c'est- Ferme la porte, ferme la porte, c'est ça. Ouais. C'était le groupe LSD avec Thunder Clouds. Nous sommes en compagnie de Nicolas Ploviecki qui nous parle de l'entreprise BAT, un fleuron de l'industrie dans la neuroradiologie. Alors on était en train de parler des compétences qu'il faut pour innover dans ce type de produits très compliqués médicaux, notamment pour aider les médecins à résoudre les problèmes d'AVC par exemple. Alors, c'est un peu des tire-bouchons que vous fabriquez pour aller retirer les caillots. Est-ce que le numérique, c'est la grande mode en ce moment, tout le monde se met au numérique, est-ce que le numérique va, vous pensez, venir dans votre domaine? Alors à court terme, non. On reste dans un monde très mécanique. Les neuroradiologues interventionnels d'ailleurs se définissent souvent avec beaucoup d'humour comme les plombiers du cerveau. Et c'est vrai qu'on reste dans des actions relativement mécaniques. Ceci étant dit, il y a certaines orientations qui sont prises pour certains dispositifs qui permettent par exemple d'analyser la qualité du caillot que l'on doit enlever avant d'enlever pour choisir le meilleur outil. Alors on en est à des stades très préliminaires. Il y a une start-up française qui s'appelle Sensome qui travaille sur ce sujet, avec laquelle nous avons des bonnes relations. Mais aujourd'hui, à vraiment court terme, les solutions sont essentiellement de l'ordre du micromécanique. Micromécanique, c'est ça. Donc en fait, vous fabriquez... Alors qu'est-ce que vous fabriquez d'autre, hormis, on va dire plus simplement, les tire-bouchons des caillots, voilà, pour retirer les caillots? Voilà, alors il y a des tire-bouchons, il y a des aspirateurs. Voilà, pour enlever les caillots, il y a différents types d'outils. Et ça concerne, comme je le disais, l'AVC ischémique, c'est-à-dire le débouchage des artères bouchées. Maintenant, il y a un autre pan de notre activité qui est l'AVC hémorragique, c'est-à-dire qu'on va éviter qu'il y ait des saignements dans le cerveau, et donc ça c'est la rupture d'anévrisme ou la rupture de malformation. Et là au contraire on va essayer de boucher, c'est-à-dire que l'anévrisme, qui est donc, il faut imaginer une sorte de poche à la surface de l'artère, on va, alors que la chirurgie va la clipper, c'est-à-dire à l'image d'une bourse dont on fermerait les cordons, la chirurgie va fermer le collet de l'anévrisme pour l'exclure de la circulation sanguine. Et bien en neuroradiologie interventionnelle, on va la remplir cette bourse de diverses matières, mais notamment une espèce de pelotes de platine qui sont, à l'image d'une pelote de laine, vont réduire la facilité avec laquelle le sang peut circuler dans cette poche et donc créer une thrombose, c'est-à-dire une coagulation du sang dans le sac anévrismal, et transformer cette poche qui peut se rompre pleine de liquide en une poche pleine de solide qui, même si elle se rompait, ne provoquerait pas de saignement. Donc voilà, ça c'est un exemple de technique, et pour cette technique-là, eh bien, on a des cathéters qui permettent d'aller jusqu'à l'anévrisme, ensuite des prothèses ou des implants que l'on passe à travers le microcathéter pour aller justement traiter l'anévrisme de la façon dont je viens de le Voilà, et vous nous avez appris qu'il faut passer par l'aine pour atteindre le cerveau. Exactement. Parce qu'on ne savait pas tout ça tout à l'heure. Alors, dans votre stratégie d'entreprise, c'est quoi la prochaine étape pour vous? Alors, la prochaine étape, alors il y a plusieurs étapes. Il y a des étapes au sens commercial du terme. Pour nous aujourd'hui, c'est la conquête du marché américain.
Et puis des étapes techniques, c'est-à-dire les nouvelles générations de dispositifs qui permettent de traiter donc l'AVC ou l'ischémique ou les anévrismes notamment. Pour en venir aux États-Unis, donc c'est vraiment notre investissement principal aujourd'hui, puisque c'est un marché relativement grand en termes de taille, c'est même le plus grand mondial, mais jusqu'à présent nous n'y étions que peu présents finalement, puisque paradoxalement les États-Unis sont un petit peu en retard sur l'Europe, sur la technicité utilisée pour traiter les anévrismes et autres AVC là-bas. Donc, comme pour beaucoup de choses, les États-Unis sont très rapides et donc là ils comblent leur retard et donc on a pris la décision de conquérir ce marché avec BALT et cette implantation américaine est notre premier pied sur ce territoire. Donc c'est vraiment un gros investissement pour BALT, ça a des grosses implications en termes industriels aussi puisque ça demande d'augmenter considérablement notre production et d'ailleurs on a un projet notamment à Montmorency d'agrandissement du site conséquent avec un budget d'environ 10 millions d'euros d'investissement pour agrandir le site de Montmorency, en faire vraiment le siège et le navire amiral du groupe. Merci Nicolas Ploviecki. Je rappelle que vous êtes président de l'entreprise BALT, une entreprise spécialisée dans la neuroradiologie. Et après, alors, les entrepreneurs disent que c'est difficile d'avoir une stratégie à long terme, mais vous en avez une finalement. Ah oui, non, c'est quelque chose, en tout cas c'est un principe avec lequel je ne suis pas du tout d'accord. La stratégie à long terme, effectivement, est nécessaire absolument pour savoir où on va. Là où je suis d'accord, c'est qu'il ne faut pas être trop précis dans sa stratégie à long terme parce qu'évidemment, on est obligé de s'adapter au marché, s'adapter aux aléas qu'on peut rencontrer. Et donc, tout comme en recherche-développement, on part dans une direction et on n'est pas sûr d'arriver exactement à ce qu'on prévoyait lorsque c'est vraiment innovant. Donc nous avons un objectif, c'est de devenir le leader mondial de notre secteur d'ici 5 ans. Voilà, donc après, il vous reste l'Amérique du Sud et puis l'Asie. Alors, tout le reste du monde, on y est déjà très présent. C'est vraiment étonnamment, en général, les gens sont d'abord présents aux États-Unis avant d'être présents ailleurs. Nous, c'est le contraire. Et on va développer le reste du monde aussi, et notamment la Chine. La Chine. Merci pour votre présence à l'antenne, Nicolas Ploviecki de l'entreprise BALT. Je rappelle que vous avez 13 postes à pourvoir en ce moment, donc n'hésitez pas à les contacter. Voilà, nous serons donc avec vous, et bien sûr, dès lundi. En attendant, on va vous souhaiter un beau week-end. Aujourd'hui, c'est la première journée de l'automne. D'ailleurs, on l'a vu, il a plu. Et puis, c'est aussi la fête du sport qui démarre. Bonne fête de sport à tous. On vous embrasse. À lundi. Merci, Florent. Est-ce que je vais avoir un titre? On met un petit titre d'1 minute et après jingle.